Bonjour et bienvenue sur l'ABC de mon patrimoine, le podcast de la planification patrimoniale et successorale. Je suis Maya Emma, ton hôte pour quelques minutes et ton copilote dans l'organisation de tes avoirs. Juriste, fiscaliste et planificateur patrimonial multidisciplinaire, je t'aide à naviguer dans les eaux troubles des questions de patrimoine, de finances, d'investissement et de succession. Tu souhaites nourrir ta réflexion globale, modeler ta vision financière et patrimoniale et te projeter dans l'avenir de façon plus cohérente et sereine, alors tu es au bon endroit. Car tout commence par une idée, mais rien ne s'accomplit sans plan. Alors planifions ensemble. Petit préambule. Tu aimes ce podcast? Alors tu attends quoi pour le faire monter dans les classements et le rendre populaire? C'est facile, tu sais. Tu peux le faire en t'y abonnant gratuitement sur la plateforme où tu l'écoutes. Apple Podcast, Spotify, YouTube, Deezer, etc. Tu peux le faire aussi en mettant des commentaires à chaque épisode. Ça peut être juste un mot ou bien un long texte, pourvu que ça reste bienveillant. Tu le fais également lorsque tu mets un max d'étoiles ou de likes. C'est encore mieux quand tu le fais découvrir à d'autres personnes. Amis, collègues, famille, compagnons de prière, voisins, groupes de jeux, cercles divers, jeunes actifs, investisseurs aguerris, clients, grands-parents, étudiants, etc. À toi de jouer. Je fais ma part chaque semaine, à toi de faire la tienne de ton côté. D'accord? Merci déjà. Deuxième point de ce préambule, dans le descriptif de l'épisode, je t'ai mis un lien qui te permet de me joindre facilement, par exemple par Zoom ou par mail, de suivre mes actualités ou de faire un don pour couvrir les frais du podcast, car il y en a. Tous les montants sont les bienvenus, que ça soit une fois en passant ou de manière régulière. Je compte sur toi. Ceci étant dit, passons au sujet du jour, les banques et autres institutions financières. La récente faillite de la Silicon Valley Bank aux États-Unis est notre point d'entrée pour parler d'une part d'actualité patrimoniale et financière et, d'autre part, de la sécurité de nos avoirs lorsqu'ils sont liés aux banques. J'ai régulièrement la joie d'échanger avec des auditeurs sur les questions traitées. C'est comme ça que j'ai assisté à des prises de conscience et à des réorganisations personnelles. Mais de mon côté aussi, j'ai réalisé que, malgré les précautions, mes analyses concernant les banques peuvent être anxiogènes pour certains. Ce n'est absolument pas l'effet recherché. Le but est de faire sortir des automatismes, d'informer et d'aider à protéger au mieux. Donc, relax, take it easy. Ceci m'amène à modifier quelque peu le contenu d'aujourd'hui pour aérer un peu et introduire une respiration. Au lieu de parler de la garantie des dépôts au sein de l'Union européenne, au Canada, aux États-Unis et en Afrique, comme prévu, nous allons faire une petite digression afin de ne pas perdre de vue la plus-value que nous apportent les banques, ça c'est la section 1, et parler de l'émotion dans la finance, là c'est la section 2. On y va, c'est parti. D'abord, à toutes fins utiles, je rappelle qu'il n'y a ni sponsor, ni publicité, ni financement par des tiers, ni parti pris dans les présentes.
Je t'apporte ces infos en toute liberté, en mon âme et conscience et avec la volonté de bien faire. Ok? Eh bien, tout n'est pas à jeter en ce qui concerne les banques. En effet, c'est grâce à elles que l'accession à la propriété est possible pour de nombreuses personnes. Par exemple, en tant que travailleur, tu as l'opportunité de devenir immédiatement le propriétaire définitif de ton logement, de ta voiture, de ton tracteur ou de ton entreprise par le recours au financement de la banque. Ce sont notamment les dépôts qu'elle collecte, par exemple sur les comptes d'épargne qu'elle accorde en crédit, parfois à très long terme, t'aidant ainsi à réaliser tes rêves, à concrétiser tes projets, à fournir des garanties, à t'élever socialement, etc., etc. Elle finance les grands chantiers de notre époque, favorise la recherche et l'innovation. C'était d'ailleurs le secteur de prédilection de la défunte SVB. En ce sens, on peut dire que les banques sont, en soi, un catalyseur social. Leur seule existence déclenche une réaction. Deuxième point positif. La banque est un moyen relativement sûr pour conserver son argent. Le dépôt sur un compte ou dans un coffre met l'argent à l'abri des inondations, des incendies et autres cas de force majeure. La banque permet également de transporter sur soi, en toute discrétion, des montants qui peuvent être colossaux. Elle offre aussi une protection contre la fraude, les faux billets et le vol, même si ces avantages sont à relativiser, notamment avec le phénomène des brouteurs, du phishing et autres. Un autre point important, la banque est un outil qui contribue à l'émancipation de la femme. Nous, les femmes, nous venons de très loin et nous n'y sommes toujours pas tout à fait d'ailleurs. N'oublions pas que pour les femmes, le droit d'ouvrir un compte bancaire individuel, seul, c'est-à-dire sans l'autorisation du mari ou du père, date d'il y a moins de 60 ans. Ce droit a été acquis seulement en 1965 en France, en 1974 aux États-Unis, en 1976 en Belgique et en 1989 au Burkina Faso. Certaines auditrices sont donc nées sans ce droit, et la différence entre les droits continue encore de nos jours. La Banque mondiale constate dans un rapport qu'en 2022, environ 2,4 milliards de femmes en âge de travailler ne bénéficient pas de l'égalité des chances économiques. 178 économies maintiennent des obstacles juridiques qui empêchent leur pleine participation à la vie économique. Dans 86 économies, les femmes sont confrontées à une forme de restriction d'accès à l'emploi, et 95 autres ne garantissent pas un salaire égal pour un travail de valeur égale. N'est-ce pas désespérant à la fin? Bref, bien employé, le compte bancaire personnel permet d'avoir une certaine indépendance financière, une liberté de décision et une marge d'anticipation. En cas de violence conjugale, le compte bancaire peut aider le conjoint violenté en lui permettant de disposer de son propre argent pour subvenir à ses besoins essentiels. Cela peut également lui donner la possibilité de prendre des mesures pour sortir de la relation abusive et reconstruire une vie en toute sécurité. Dernier point de cette liste. Tes commandes et achats sur des sites d'e-commerce, on en parle? Tes ventes de produits en ligne, tes jeux en réseau, tes formations à distance, Netflix, le transfert d'argent, c'est aussi grâce à la banque contemporaine. Ils sont nombreux, les services bancaires qui nous facilitent la vie, nous font gagner du temps, saisir rapidement des opportunités, etc. Quitter totalement le système financier risque d'être une erreur à l'heure actuelle. D'ailleurs, il n'est pas toujours possible de prendre cette décision radicale. Finances et émotions. On l'a dit en introduction, relax. On respire, on se détend
et on prend les choses du bon côté. Cette partie du développement a pour but de désamorcer la charge émotionnelle liée au sujet traité ces 4 dernières semaines et de te donner des clés de lecture ainsi que des pistes de solutions efficaces. Alors, sors ton carnet spécial l'ABC de mon patrimoine pour ne rien perdre. Comme tu le sais déjà, la gestion financière consiste à planifier, à organiser, à contrôler et à surveiller les ressources financières d'une personne physique ou morale, toi en l'occurrence. La gestion financière devrait être le moins possible basée sur l'émotion. Autant que faire se peut, elle devrait être une activité fondée sur la rationalité et l'objectivité. Cependant, dans la pratique, il est difficile de ne pas être affecté par des émotions lors de la prise de décisions financières. L'actualité ambiante n'aide pas. Les crises bancaires successives, la hausse généralisée des prix, les grèves, l'insécurité, la guerre sont traitées en boucle sur tous les médias et sont des sources d'émotions susceptibles d'influencer les décisions et la gestion. Il en est de même, sinon pire, pour les circonstances plus personnelles. Ainsi, des émotions telles que la peur, l'avidité et l'espoir viennent influencer et amener à prendre des décisions impulsives ou irrationnelles. Or, il faut être vigilant par rapport à cela. Bref, tout ceci est pour te recommander de ne pas développer d'aversion aux banques au point de les exclure de ton organisation patrimoniale et successorale. En matière d'investissement, ça pourra t'aider de savoir que, très souvent, tout au long du processus d'investissement, les émotions de l'investisseur passent par plusieurs phases. La première est la phase d'enthousiasme ou d'optimisme, où l'investisseur est convaincu que son investissement sera un succès. Il ressent une grande excitation. Puis vient la deuxième phase, qui est la phase de réalisation, où l'investisseur commence à comprendre les risques associés à son investissement. À ce stade, il peut ressentir de l'anxiété ou de la nervosité. La troisième phase est souvent la phase de panique ou de désespoir, où l'investisseur peut être tenté de tout laisser tomber ou de vendre son investissement à perte par peur de subir des pertes encore plus importantes. Et la dernière phase est la phase de reprise, où l'investisseur commence à se remettre de sa perte et à envisager de nouveaux investissements. Connaissant à l'avance cette courbe des sentiments, tu peux essayer de te préparer pour y faire face au mieux, en particulier dans la phase de panique ou de désespoir. Voici quelques autres éléments qui vont t'aider. L'établissement de ton profil de risque. On en a déjà parlé dans un précédent épisode que je t'invite à réécouter. Pour rappel, le profil de risque est une évaluation du niveau de tolérance au risque. Il est basé sur divers facteurs tels que l'âge, l'expérience en matière d'investissement, les objectifs financiers, la situation financière actuelle, le niveau de connaissance en matière d'investissement, etc. Cet outil va t'aider à déterminer la composition idéale de ton portefeuille d'investissement et donc t'épargner certaines émotions fortes. Je peux t'aider dans cette démarche si tu le veux. Pour cela, envoie-moi une petite demande par mail. C'est gratuit. L'établissement de tes objectifs patrimoniaux et d'un plan d'investissement à moyen et long terme est ma seconde recommandation. Avoir un plan clair va t'aider à minimiser l'impact des émotions sur tes décisions d'investissement et t'aider à tenir le cap. Je peux t'accompagner dans cette démarche aussi si tu le veux. Il suffit de me contacter. Pour finir, troisième recommandation, s'attacher les services d'un conseiller patrimonial multidisciplinaire. Un tel professionnel est le meilleur atout pour tes avoirs. Il va t'aider à réduire l'impact de tes émotions en te fournissant des conseils objectifs et en t'aidant à suivre ton plan d'investissement.
Ça y est, cet épisode sur la planification patrimoniale et successorale touche à sa fin. Je te remercie pour la qualité de ton écoute, pour ce temps privilégié que nous passons ensemble et pour l'intérêt que tu portes à ce podcast. Des questions ou des suggestions, mes réseaux sociaux te sont grands ouverts. Besoin d'un conseil plus spécifique? Dans ce cas, n'hésite pas à prendre contact personnellement avec moi. Je t'invite aussi à me donner du courage et de la force en laissant 5 étoiles à l'ABC de mon patrimoine, en mettant des commentaires bienveillants et en recommandant ce podcast autour de toi pour le faire connaître. Convaincu que tu vas tirer du beau fruit de ce podcast, comme des idées, des outils ou des informations primordiales pour ton présent et ton futur, je t'invite à ne pas attendre pour mettre en place un plan d'action et entamer sa réalisation. Car, en matière de patrimoine, mieux vaut 20 ans trop tôt qu'1 heure trop tard.